L'info a tourné en boucle cette semaine. Une école primaire genevoise entendait supprimer la fête des mères et la remplacer par la fête des gens qu'on aime pour s'adapter, je cite, à la mouvance actuelle traitant de la question des genres et de l'égalité homme-femme. Et elle n'est de loin pas la seule. Cette école de Lully dans le canton de Genève, d'autres établissements primaires et crèches en Suisse romande font pareil. C'est la déconstruction, ma bonne dame, des schémas périmés de nos sociétés. Les luttes progressistes s'invitent au tableau noir. Mais pour défendre qui et quoi exactement et de quoi a besoin aujourd'hui notre école en priorité? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et le plaisir de recevoir ce soir autour de cette table et en duplex de Dakar, Myriam Mastour, bienvenue. Vous êtes juriste indépendante et consultante et formatrice en questions de genre, de diversité et d'inclusion. Vous coachez des institutions à Genève et en Suisse romande sur ces questions. Vous avez également cofondé le collectif Les Foulards Violets qui défend le droit des femmes à porter le voile. Pas d'incompatibilité selon vous avec vos engagements féministes et antiracistes. Natacha Buffet-Desfailles, bienvenue. Vous êtes à la fois enseignante et chef du groupe PLR au Grand Conseil genevois, un profil alors totalement unique, probablement l'une des seules profs affichées de droite dans le service public et probablement aussi l'une des seules PLR à travailler pour le public. Et vous êtes évidemment aujourd'hui candidate à la candidature PLR en ville de Genève. Sylvain Thévaux, bienvenue, collègue de Natacha Buffet au Grand Conseil et bien plus que ça, un député socialiste fameux, habitué aussi de nos plateaux. Alexandre Chevalier, vous êtes vice-président, vous, de l'UDC Genève, également un défenseur des droits LGBT. Vous êtes marié avec un homme depuis 19 ans. On le salue, on le signale évidemment parce que c'est au cœur du débat, la lutte pour l'égalité des minorités. Et enfin, Philippe Ball, notre Philippe, notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Philippe de retour avec un livre qu'il faut lire, évidemment, absolument rire, qui vient de paraître aux éditions L'Observatoire. On y consacrera d'ailleurs une émission autour de ce livre, Humour dans Le Point. Ça sera le 22 mai prochain avec notamment Alexandre Cominac et Rebecca Balestra. Voilà, c'est teasé. On revient à nos enfants. L'abandon de la fête des mères. Myriam Mastour, ça ne vous choque pas en tant que mère et femme qu'on débaptise l'une des seules fêtes qui leur rend grâce pour tant de sacrifices? Alors, pour la petite anecdote, ça m'a choquée à ma première fête des mères en tant que mère. Donc aujourd'hui, j'ai 3 enfants et la première fois que ils ont célébré la fête des mères à l'école, à la crèche de ma fille, c'était il y a 4 ou 5 ans dans une commune genevoise et que j'ai appris que je n'allais pas être célébrée seule, malgré que j'aie porté seule cet enfant dans mon ventre, malgré que c'est moi qui l'ai allaité, que je me suis levée la nuit et que c'était, je sais plus comment c'était rédigé, mais que c'était une fête des parents, en tout cas. Effectivement, sur le moment, ça m'a un petit peu blessée. Ensuite, quand j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, que j'en ai parlé avec certaines personnes, notamment des professionnels de la petite enfance, des enseignants et des enseignantes, et également des enfants qui ont grandi et qui sont devenus maintenant des adultes, ce qu'on m'a témoigné, c'est qu'il y a vraiment un grand nombre de situations où des enfants ne correspondent pas au schéma des familles, ne correspondent pas au schéma maman, papa, ou encore des enfants qu'on va obliger de témoigner des signes d'affection à peut-être un adulte qui, d'après eux, ne le mérite pas. Moi, en tout cas, j'ai fait un pas en arrière et puis j'estime qu'aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité de repenser certaines occasions parce que rien n'est gravé dans le marbre. Je pense que la fête des mères ainsi que la fête des pères et puis d'autres célébrations n'existaient pas avant. Elles ont eu toute une histoire avec la promotion de la natalité, par exemple, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité de leur donner une nouvelle signification parce que ces lieux où les enfants grandissent, les crèches, les écoles, sont des lieux de sociabilisation, mais c'est aussi des lieux où il peut y avoir beaucoup de violence symbolique parce qu'on se compare avec ses amis. Et pour moi, c'est vraiment une opportunité que l'école et que les crèches puissent prendre ce chemin. Mais tous ces enfants, quelle que soit leur situation, sont quand même à un moment donné sortis d'un utérus. Il y a quand même une mère qui a mis ses tripes sur la table pour faire un petit refresh. On regarde cette analyse, enfin ce rappel des faits. Enfin, je vous raconterai bien mon accouchement, mais bon, on est à table. Hein? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas le droit. Donc, je
peux pas vous... Vous saviez pas? Non? Ah ben on n'a pas le droit de vous raconter les accouchements, les trucs. Ah bah tout le monde, toutes les mères, bien sûr, les jeunes accouchés, quand on sort de l'hôpital, ils nous font signer une clause de confidentialité, vous étiez pas au courant? Ah ben si, c'est pour pas qu'on effraie les générations futures. Si, parce qu'ils se sont rendus compte que si on racontait la bouche, le bonheur que c'est... Eh ben, ils ont calculé que l'humanité pourrait s'éteindre en 50 ans, à peu près. Donc, on n'a pas le droit, on est tenu au secret maternel, on est chargé de vous véhiculer un message positif sur la grossesse, voire carrément de rester évasive. C'est pour ça, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes enceinte pour la première fois, c'est horrible, vous êtes pleine de doutes, vous avez super peur, alors vous demandez à vos mères, à vos grandes sœurs, à vos copines qu'on en a déjà eu. Alors, raconte, ça fait mal, c'est long, c'est dur, comment c'est? Je m'en rappelle plus, on oublie, tu verras. Mais dans leurs yeux, tu peux voir la boucherie. Sylvain Thévaux, c'est pas terriblement misogyne. Je reviens quand même à ma première question. D'évacuer tout ça, quelles que soient les circonstances après dans lesquelles vont grandir l'enfant. Non, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de volonté d'évacuer. Il y a une volonté d'inclure, d'élargir. Ce n'est pas se débarrasser de la fête des mères. Et ce n'est pas qu'il faut rendre grâce. Non, rendre grâce, vous avez employé ce terme. C'est comme si une fois par an, voilà, il fallait honorer la mère. Mais il ne faut pas l'honorer une fois par an. Il faut l'honorer 365 jours par an. La mère, la femme, toutes ces personnes qui, autour de l'enfant, celle qui l'a mis au monde, mais aussi toutes celles et tous ceux qui lui permettent de grandir. Et donc, c'est étonnant que ce soit les partis les plus réactionnaires qui veulent donner le moins de droits aux femmes, qui étaient contre le droit de vote des femmes, qui sont contre des 13e rentes AVS pour les personnes âgées, et principalement les femmes, qui vont dire « Attendez, pas touche à la fête des mères, ça c'est très important », qui sont contre les places de crèche, qui sont contre, Madame Buffel ne les a pas votées, des postes supplémentaires pour des profs. Finalement, tout ce qui permet l'émancipation des femmes, le progrès, que les femmes puissent s'impliquer dans la vie professionnelle et conjuguer vie professionnelle et maternité, vie professionnelle et famille, sont contre. Alors quand on touche à la fête des mères, alors là, c'est la fin du monde. On monte aux barricades. Donc non, ce n'est pas misogyne. Il s'agit aujourd'hui des enfants. Il y a des enfants qui sortent, certes d'un utérus, mais qui sont aussi pris en charge par des proches aidants ou des parents ou des cousins qui ne les ont pas mis au monde, mais qui les portent, des grands-mères, etc. Donc il ne faut pas revenir à l'utérus pour dire, voilà, c'est la fête des mères, c'est la fête de l'utérus. C'est absurde. Donc aujourd'hui, ce pas d'évoluer, de faire quelque chose de plus large, de plus inclusif, moi je pense qu'il est bon. Et il ne faut pas s'offusquer, c'est pas un rejet des mères, c'est prendre avec toutes les personnes qui, autour des enfants, et c'est une évolution, permettent à ces enfants de grandir. Et pour l'enfant, c'est bon, parce qu'on l'a dit, Mariam Messour l'a dit, il y a des orphelins, il y a dans les classes de l'ULI, il y a des personnes qui sont placées en foyer d'accueil. Donc oui, c'est pas leur maman qu'ils ont auprès d'eux, c'est d'autres personnes référentes, importantes, et pour eux, c'est blessant, et pour les proches, qui sont les référents, c'est aussi blessant parce qu'ils ne sont pas la mère avec l'utérus dont vous parlez. Une grossesse, ce n'est pas qu'un utérus, hein. C'est beaucoup d'engagement pour tous ces corps de femmes, mais y compris dans le cas de la GPA. Il n'y a aucune négation de la grossesse, mais il y a aussi autour de la grossesse des pères qui sont là, qui parfois restent à la maison et s'occupent des enfants, et puis qui se lèvent aussi la nuit et font le job. Et on est dans des modèles où ne remettons pas la mère à la maison, remettons pas la mère auprès des fourneaux, en disant elle était très bien, comme le maréchal Pétain le voulait, la mère de la nation. Et puis finalement, et j'en finirai parce que je me réjouis de vous entendre, messieurs, la mère au foyer, c'est ce que veut l'UDC. Et les mamans, et puis les pères vont travailler. Non, il faut évoluer, il faut changer. Et je pense que faire une fête qui soit pour les mères, pour les pères et pour toutes les personnes qui aiment et qui aident leurs enfants, bienvenue, et même si ce n'est pas leurs enfants qui sont à les aider. Alors la droite, en fait, qui défend ses acquis conservateurs, Natacha Buffet, et d'ailleurs on l'a entendu beaucoup critiquer le wokisme, pas beaucoup non plus la femme en tant que telle. Donc ça, vous prenez pour vous ? Écoutez, je crois que ce n'est pas être conservateur ni réactionnaire que de tenir à des traditions et à des repères. On est dans une société où les choses bougent très vite, où ça évolue très rapidement, et je crois que tout le monde ressent autour de lui le besoin de se raccrocher à quelque chose, qu'on trouve que c'est une tradition qui vaille la peine ou qui ne vaille pas la peine. Et pour la deuxième partie de la question, effectivement, vous avez raison, je crois qu'il y a eu un axe qui a été pris pour parler de cette question et qui a surtout concerné la question du wokisme.
peut-être aussi, je repense au texte qui a circulé sur les réseaux sociaux, parce qu'on évoquait aussi la fête des pères. Et je crois que ce n'était pas uniquement la fête des mères, mais on a bien vu aussi dans les réactions que c'est surtout la fête des mères qui a retenu l'attention des gens. Et peut-être qu'effectivement, alors là, je le prends peut-être aussi un peu pour moi, on a occulté la question de l'importance de la figure maternelle, quelle qu'elle soit, et j'en fais pas de la politique, j'en fais quelque chose qui dépasse en fait la politique, qui dépasse la société. Puis évidemment, c'est la personne qui est là pour donner naissance, et c'est celle sans doute qui très souvent attend d'avoir un petit cadeau, un petit geste d'attention, bien sûr, même si elle reçoit de l'amour tout le reste du temps, c'est important de marquer le coup. Mais justement, la fête des pères, ça c'est aussi quelque chose d'assez récent, la fête des pères. On n'a pas entendu à l'époque la droite hurler au wokisme quand la fête des pères a été introduite pour flatter ces pauvres pères qu'il fallait un petit peu revaloriser, donc les femmes ont déjà dû laisser un peu de place. Ça, à la droite, c'est normal qu'on valorise le père. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on valorise des minorités qui ne sont pas... En fait, la question, elle n'est pas très claire. C'est qu'on a parlé d'une mouvance actuelle qu'on voulait suivre. On parle d'inclusion et on a mis un peu tous les termes que j'ai envie de dire à la mode. Si on veut être bien pensant et qu'on veut avoir une bonne image, on dit ces termes à la suite. Et puis, on a l'impression de s'être racheté une bonne conduite et de dire, on défend absolument l'ensemble de la société dans toutes ses composantes. Je crois que c'est là qu'est le problème, puisqu'on n'était même pas capable de fixer une date. On s'est dit, tiens, il faudrait que ce soit un peu entre la fête des pères, un peu entre la fête des mères. Comme ça, on est sûr d'avoir vraiment aucun repère. Et je crois que c'est là que c'est gênant et qu'on se dit qu'on fait entrer la politique dans l'école et que c'est bien là que le bas blesse. Alexandre Chevalier, c'est notamment pour défendre des couples comme le vôtre. Vous n'avez pas d'enfants, mais beaucoup, effectivement, de couples homosexuels aujourd'hui à deux papas. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on veut réintroduire une fête pour tout le monde. Ils ont la fête des pères, non, il me semble. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'une fête spéciale, yaourt, à mélanger tout et n'importe quoi, en déconstruisant ce qui fait la vie depuis des générations, et non seulement les traditions, mais aussi le fait de fêtes universelles, parce que moi je souris quand même quand on vient me dire que c'est des fêtes qu'il faut déconstruire, qu'il faut remplacer, parce qu'elles ont des origines qui viendraient de régimes dits d'extrême droite ou de régimes fascistes. Je veux dire, la fête des mères, elle est fêtée dans le monde entier. Je vous rassure, moi qui suis aussi d'origine colombienne, on l'a fête aussi bien en Colombie, et on n'a pas connu PETA en Colombie. On n'avait pas besoin pour fêter les mères et pour être reconnaissant en fait vis-à-vis de la mère. Et puis l'argument en fait, M. Thévaux qui vient vous dire mais en fait c'est comme les autres fêtes, c'est une fête parmi d'autres, puis ce qui est important, c'est le reste de l'année. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Alors à ce moment-là, on arrête toutes les autres fêtes qui sont vraiment pour autant commerciales, celle-là, c'est-à-dire qu'on arrête Halloween, on arrête en fait la Saint-Valentin, parce que l'amour, ça se fête pas seulement le 14 février, mais toute l'année. Enfin, à un moment donné, il y a des symboles dans la société. Ces fêtes sont là pour représenter un certain nombre de symboles, et c'est sûrement pas en contraignant, en faisant disparaître quelque chose qui est fondamental dans la vie sociale, la place de la mère dans la société, qu'on va être plus inclusif, parce qu'on va émettre tous les autres types de parentalité. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et pour répondre à votre question, je veux dire, deux mères, elles ont la fête des mères, deux pères, ils ont la fête des pères. Ça me semble pas plus compliqué que ça pour savoir à quel moment elle est fêtée. D'ailleurs, la fête des pères, c'est une tradition qui est extrêmement forte dans les pays latins. Notamment en Italie, elle est liée des questions de religion à la Saint-Joseph, donc le 19 mars, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Alors c'est nouveau ici, mais je crois que de temps en temps, il faut qu'on essaye d'ouvrir un peu l'horizon et pas regarder simplement en fait ce qu'on a chez nous, mais ce qui se passe aussi ailleurs. Oui, je donne tout de suite la parole, Philippe, mais j'aimerais vous faire réagir sur le fait que justement, on ne touche pas à des fêtes complètement hors sol, comme Halloween. On pourrait crier à l'anti-américanisme, justement au consumérisme, et c'est trop ridicule, mais ça, on n'y touche pas. Mais en revanche, on touche des fêtes qui mettent à mal quand même l'égalité homme-femme. Mais je pense que M. Chevalier m'a pas entendu ou mal entendu. Moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer la fête des mères. Je dis juste qu'il ne faut pas fêter, et c'est les partis dont il fait partie, l'extrême droite et le PLR, qui dit on fête la fête des mères et tout le reste de l'année ne vote pas des crédits pour faciliter finalement la vie des femmes et des mères et leur permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc moi, j'ai aucun souci avec la fête des mères. C'est très bien, mais il ne faut pas en faire un totem. Et quand j'entends Mme Buffet-Desfailles qui dit « Ouh là là, on a peur de tout, la société avance, on ne sait plus à quoi se raccrocher, donc il faut se tenir à la fête des mères comme un marin qui ne sait plus piloter son bateau en disant « ça tangue, on se tient au mât »,
Moi, je dis, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est comment on va créer une société inclusive sans effrayer ceux pour qui il y a des repères très importants, et je le respecte. Noël, etc. Toutes ces fêtes sont importantes, marquent le temps. Mais il ne faut pas en faire des totems, des vaches sacrées. Et dès que quelqu'un s'approche, dire, mon Dieu, on va foutre la société par-dessus bord. Parce que la société, elle est difficile, elle doit être inclusive. Et bien sûr, il faut la fête des mères, mais est-ce qu'on fait la fête des orphelins? Est-ce qu'on fait la fête des enfants placés en famille d'accueil? Est-ce qu'on fait la fête de certaines minorités? Non. Et on ne peut pas continuer à faire une société où on fait croire qu'il y a, comme en 1830, la maman, le papa et l'Église, et puis qu'il n'y a rien d'autre, parce qu'on n'en est plus là. Il y a toujours eu des familles où mais les moi, je enfants étaient élevés par les grands-parents. Une société plus inclusive qui se dit, leur place, elle est là. Et maintenant, comment on leur donne une place, et on va leur donner une vraie place, parce qu'on n'est plus en 1820. Vous faites pas ça. Et puis en 1820, les orphelins, on les mettait dans des lieux d'horreur. Et laissez-moi terminer. Les autres, vous faites pas ça. Mais on punit personne quand on fait de la fête des mères, la fête des personnes qu'on aime. À moins que vous soyez vraiment fétichiste du mot et du terme, la maman, elle recevra toujours son cadeau vu qu'elle est aimée selon votre logique et selon la réalité. Donc l'enfant, il va faire un bricolage. Au lieu que ce soit marqué fête des mamans sur la directive de l'école, comme vous le souhaitez, c'est fête des personnes qu'on aime. Et puis la maman, elle va recevoir son cadeau. Puis il n'y a pas de problème, en fait. À part dans le cerveau des réactionnaires et des gens qui ont peur et qui donnent peur aux gens. Et c'est parti de ça. C'est que des élus politiques, Jean Romain, Madame Roch, de la droite dure, qu'on dit « Attention, là, on va renverser la société ». Puis les gens ils disent « Attention, on va renverser la société ». Puis tout le monde commence à avoir peur de trucs qui ne sont pas l'essentiel, et c'est ça mon discours. L'essentiel, c'est avoir des postes, avoir des moyens, inclure les gens, et puis permettre finalement, vous savez, il y a des écoles, il y a un éducateur pour 650 élèves. Puis vous avez des gens qui arrivent ici, qui sont dans des difficultés sociales, il faut les accompagner. Puis ça, ces partis-là qui nous font la morale aujourd'hui et qui veulent interdire tout changement disent il n'y a pas besoin, ils vont, par magie, ils vont s'intégrer, la société va se faire toute seule. Non, le contre-modèle qu'on doit prendre comme exemple, c'est la France, qui a durci toutes ces règles, qui a fait de l'autre et de l'étranger quelque chose de repoussoir face à une république française, unie, centralisatrice. Regardez dans quels conflits sociaux ils sont. Nous, on ne veut pas ça en Suisse. On veut le dialogue, le consensus, et puis réussir à avancer vers une société moderne, en partie libérale, et je le dis, sur les idées, et puis en partie avec un État fort qui permet finalement de financer l'inclusion. Mais c'est peut-être ça aussi le problème, c'est parce qu'ils ont été trop laxistes pendant très longtemps avec justement à tolérer des choses qui n'étaient pas tolérables. Mais Philippe Val, sur la question effectivement, qui défend la mère aujourd'hui, c'est Giorgia Meloni. Enfin, c'est la vision d'une mère, c'est quand même une droite très conservatrice qui remet ça sur le tapis, pas pour défendre forcément une femme émancipée, mais une poule pondeuse. En fait, on a besoin, c'est parce que le besoin de s'entendre est moins important que le besoin de s'opposer. En ce moment, donc, on trouve n'importe quel sujet pour s'opposer. La mère, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, moi, je pense que la fête des mères, c'est bien, parce que c'est bien de faire une fête à la personne qui nous a mis au monde et qui nous envoie ensuite une dizaine d'années sur le divan d'un psychanalyste. Mais donc, elle mérite quand même un petit hommage. Mais le père aussi en psychanalyse. Au-delà de la fête des mères, je pense que cette attaque systématique des rituels, c'est comme la fête de Noël qui doit devenir la fête de l'hiver. C'est la même histoire. Les enjeux, apparemment, sont assez anodins. En fait, ils ne le sont pas tant que ça, parce que ce sont des rituels qui font en gros de mal à personne. Ça ne met pas en jeu une grande philosophie. Non, c'est juste des endroits pour se rassembler. Dans nos civilisations démocratiques qui sont en voie d'archipélisation, comme on dit, où les gens ne s'entendent plus sur grand-chose, il reste quelques rituels communs qui sont plutôt sympathiques et sur lesquels on se retrouve. On est à peu près d'accord. C'est des petits canaux par lesquels on peut se parler, ces rituels. Et si tous ces rituels sont contestés, c'est pourquoi ça ? Pourquoi la fête des gens qu'on aime, on ne va pas faire un cadeau à tous les gens qu'on aime ? Non, c'est impossible. Moi, j'aime par exemple tout le monde. Je n'ai pas envoyé 3 milliards de cadeaux. Vous aimez tout le monde. Non, ça, c'est une nouveauté. Ouais, mettons, non, c'est débile de dire ça. La fête des mères, c'est la fête des mères. Pourquoi toucher à ça ? Si ce n'est pour déglinguer un rituel. Et ça, c'est pour déglinguer un rituel. Et ça, c'est typique des pensées qui sont tentées par le totalitarisme. Même, je ne dis pas que ce sont des gens totalitaires, mais le totalitarisme a une peur bleue des rituels spontanés qui rassemblent les gens
et qui sont hors de leur contrôle. Il n'y a qu'à observer ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé en Allemagne pendant les nazis, ce qui se passe en Chine. Dans tous ces pays très serrés idéologiquement, on a aboli et interdit et puni tout ce genre de rituels. Parce que ça échappe au pouvoir. Mais justement, ce sont des petits rituels de lien, de liberté, qui... S'ils font de mal à personne, pourquoi y toucher? Si ce n'est pour scandaliser les gens et pour créer des oppositions. Ça, c'est typique de ce qu'on appelle le wokisme, qui d'ailleurs n'existe pas, mais l'histoire dont nous parlons, c'est des enseignants, c'est des enseignants et un directeur. C'est les gens qui sont professionnels de terrain, qui ont constaté que dans l'école où ils sont, il y a eu 2 ans... pour toucher à ça? Je termine. Il y a eu 2 enfants cette année-là dont le parent, papa, maman sont morts, et un enfant placé. Et eux, mais c'est en tout cas pas un super pouvoir. C'est pas pour 2 enfants qu'on supprime la fête des milliards. Et c'est les enseignants et le directeur qui ont dit, on est mal à l'aise avec cette fête des mères, fête des pères cette année. Très bien d'être mal à l'aise avec d'autres choses. Écoutez-moi, on ne sait pas comment. On va faire autre chose. Ils ont fait preuve d'une créativité. Moi, la manière dont ils l'ont dit était sûrement mauvaise. La forme était mauvaise, mais le fond, ça part de là. Donc revenez sur terre, c'est pas l'Union soviétique. Pour 2 enfants. Alors on va avancer sur cette question. Jusqu'où est-ce qu'on doit respecter les sensibilités aujourd'hui des parents, des élèves, etc. Il y a ce cas très concret de ce professeur. Laissez-moi parler. De ce professeur à Pfeffikon, un professeur homosexuel qui enseignait l'éducation sexuelle, qui vient d'être licencié justement parce que des parents chrétiens, probablement évangélistes, protestants évangélistes, qui se sont associés à des parents musulmans, ont été heurtés par ces cours et ça a fini, l'école a lâché et ça a fini par un licenciement. Donc Myriam Mastour, jusqu'à quel point est-ce que finalement on doit tenir compte justement des sensibilités des uns et des autres pour faire une école publique aujourd'hui ? Je pense qu'on a un cadre assez clair. On a un cadre légal et on a aussi, par exemple, on remandie le plan d'études roman qui nous dit comment est-ce que les enfants doivent être pris en charge à l'école, quelles sont les missions de l'école. Parmi les missions de l'école, il y a le fait que les enfants doivent être, qu'on doit intégrer tous les enfants, malgré leurs différences, que les enfants doivent pouvoir être en condition d'apprentissage. Et en fait, ça prend en compte les spécificités des enfants. Les limites sont bien sûr le fait que l'enseignement puisse être donné dans de bonnes conditions. On ne pourra pas faire des spécificités pour chaque enfant, pour chaque individualité, c'est absolument impossible. Mais par contre, c'est pour moi de la mission de l'école de faire des ajustements pour qu'un maximum d'enfants puissent se sentir à l'aise en étant à l'école et puissent faire sa mission d'élève, qui est de grandir, d'apprendre, de faire grandir son esprit critique aussi. Et c'est faux de dire qu'on fait des propositions pour 1 ou 2 enfants. C'est simplement qu'on les écoutait pas. Peut-être ces cas avant. Il y a eu des dizaines de personnes qui en ont parlé, de cas de familles qui sont différentes ou de cas d'enfants qui sont éduqués par d'autres types de familles, ou des familles qui sont différentes. Et je pense que ce qui a dérangé, par exemple, dans le cas de la fête des mères, j'ai l'impression qu'on s'est plus crispé sur le vocabulaire qui a été, pour moi, mal choisi, de mouvance. Le terme qui a été utilisé de mouvance actuelle, ou je ne sais plus comment ça a été, que sur, en réalité, l'opportunité que c'était. Et quand j'entends sur le plateau qu'on dit la fête des pères, c'est vrai qu'elle n'était pas fêtée ici jusqu'à maintenant. Moi, en tant qu'enfant qui suis né et qui est grandi en Suisse, j'ai jamais fêté la fête des pères. On n'a jamais fait un bricolage à l'école pour la fête des pères. Et que sur ce même plateau, on dise en même temps, c'est une bonne chose qu'à partir de maintenant, on puisse fêter la fête des pères, mais qu'on n'accepte pas que dans le même temps, on élargisse la fête des mères et la fête des pères à d'autres types de parentalité, et surtout que personne n'a dit que ça sera plus la fête des mères, que les mères ne seront plus fêtées. Je veux dire, moi, mes enfants, ils attendent pas un moment dans l'année pour me faire des bricolages, des cadeaux, des dessins et me donner des preuves d'amour, et je me sens pas du tout en danger que d'autres enfants aient cette fois l'occasion de faire un cadeau à une autre personne qu'elles aiment. Et je trouve d'autant plus
contradictoire et absurde qu'on dise tout à coup qu'on se préoccupe des mères, quand en Suisse, la conciliation vie familiale et vie professionnelle, et je peux vous le témoigner par des dizaines et des dizaines d'exemples personnels et structurels, n'est toujours pas atteinte. Aujourd'hui, avoir des enfants en Suisse, pour une femme, c'est très compliqué. C'est très compliqué, tu dois faire des choix et on n'entend pas dans les médias des dizaines de personnes s'insurger sur le fait qu'on ne soutient pas assez les mères. Donc, et d'ailleurs, à ce propos, c'était très intéressant, un dernier point, les féministes françaises notamment ont appelé l'année passée, le jour de la fête des mères, à que ce soit pas de ne pas se focaliser sur le fait que ce soit une fête, mais sur une journée de lutte pour les droits des mères. Et c'est les mères elles-mêmes qui le disent. Quand les mères elles-mêmes vous disent nous, ce qu'on veut, c'est des droits, c'est que on veut pas juste un cadeau ou un petit geste d'attention une fois dans l'année de nos enfants. On veut pouvoir s'occuper de nos enfants à partir de la naissance. On veut pouvoir avoir le temps de les allaiter. On veut pouvoir éviter les burn-out maternels, les burn-out parentaux. On veut pouvoir concilier vie familiale et professionnelle, ne pas avoir à changer de filière ou changer de métier, et que c'est ça qui va rendre nos familles plus fortes et que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir profiter de nos enfants. Quand les mères disent ça, on ne les écoute pas. Mais par contre, on vient leur dire on va se battre pour vous pour que vous ayez un petit geste d'attention une fois dans l'année. Ouais, mais la défense des femmes, justement, elle questionne. Quand on regarde le visuel de cette crèche, c'était à Yverdon, là, c'est pas à Genève, qui justement expliquait aux parents que la fête des mères n'aurait plus lieu. Dans cette image, il y a deux choses quand même qui sont assez stupéfiantes. C'est que déjà, il n'y a pas de couple, le couple classique, à part la famille classique, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est la famille monoparentale femme. Et là, elle n'est pas là, elle est complètement évincée. L'autre chose, c'est effectivement une petite fille voilée. On protège qui avec ce type de choses? Évidemment, je vais vous le demander à vous, Natacha Buffet. On protège qui? Quelle est la défense qui est affichée dans ce type d'affiche, par exemple? C'est une très bonne question que vous posez, parce que j'y vois plutôt une dissolution. On devrait avoir un socle commun, ce qui nous rassemble et pas ce qui nous désunit. C'est ça vers quoi on doit tendre et c'est ce qu'on doit garantir. Vous avez parlé tout à l'heure de la République et visiblement certains mettent la faute sur le dos de la République. Je crois au contraire que c'est la République qui doit être le socle commun, qui doit faire qu'on se rassemble autour de valeurs communes, qu'on soit dans une intégration et pas une inclusion, parce qu'en fait c'est très différent. On utilise à tort et à travers le mot inclusion, mais en fait c'est l'intégration. On fait partie d'une école, on fait partie d'un projet pédagogique, d'un projet éducatif, et on se rassemble autour de ça. Après, que les différences soient justement, et heureusement que tout ça a changé, ne soient plus l'objet de moqueries, d'exclusion, mais Dieu merci. Mais il ne faut pas revenir maintenant en disant « ma différence doit me distinguer à chaque fois ». Et c'est là que vraiment je commence à sentir, et que les gens, à mon avis, de plus en plus sentent ça. Ce n'est pas nous qui créons la peur, c'est qu'il y a une accumulation des différences qui doivent être chacune mises dans son coin et puis être reconnues comme une différence, mais ne plus participer à un projet commun. Et je crois que c'est là qu'on marche sur la tête. Mais le double discours, parce que vous luttez contre le conservatisme de droite, mais le conservatisme musulman, là en l'occurrence, avec des petites filles voilées. Alors après l'école s'est excusée, mais c'est un cas qui s'est déjà produit à Genève, toujours relevé souvent dans Watson par Antoine Menuisier. Comment est-ce qu'on peut à la fois effectivement lutter contre un conservatisme paternaliste occidental et cautionner ce type de conservatisme extrêmement prégnant chez les musulmans notamment? Et chez les chrétiens aussi. On le cautionne pas. Moi, je suis contre tout le fondamentalisme qui ne respectent pas les lois et qui sont dans le dénigrement des droits des autres. Donc cette affiche, elle est créée par une crèche et je pense que c'est une tentative maladroite de montrer les différents publics. Mais il ne faut pas juste prendre ce petit flyer, puis en faire un exemple du wokisme et que sais-je, et puis finir comme Philippe Val à dire que c'est la Chine qui va nous envahir. Il faut dire, OK, faut rester un peu froid. Il faut rester un peu froid, lucide, calme, puis dire, OK, c'est une tentative d'inclure tout le monde. Elle est maladroite, elle est ratée, elle caricature en plus certaines minorités, on ne s'en occupe pas. Les vrais enjeux, c'est comment on fait société ensemble, je rejoins Madame Buffet-Desfailles,
comment on va rassembler autour de valeurs, mais on n'est plus dans les valeurs des Suisses primitifs ou de 1800. C'est-à-dire que ces valeurs, elles doivent être construites, élaborées, réfléchies, débattues d'une manière un peu sereine et adulte, parce que les enfants qui font les bricolages pour la fête des mères, ils doivent rigoler quand ils voient le niveau du débat sur ces enjeux-là. Ils sont plus avancés que nous. Enfin, franchement, il y a des positions tellement figées, caricaturales, qui sont indignes des enjeux sociétaux qui sont face à nous. Donc, pour vous répondre, les fondamentalismes ou l'exemple que vous avez donné des familles qui disent « Ouh là là, l'éducation sexuelle à l'école », puis parler de deux hommes qui font l'amour et toi aussi, comme enfant, tu peux choisir ta sexualité. Et puis, on a des hordes de parents, qui soient musulmans, chrétiens, suisses ou autres, moi ça m'est égal, qui montent aux barricades, bah, c'est un problème. On doit défendre les professeurs qui font le travail d'enseigner l'éducation sexuelle, puis on doit trouver le moyen de dialoguer avec ces parents-là. Et c'est compliqué. Et on ne le fera pas en se disant « Ah ben non, c'est les valeurs qu'on a toutes, puis tout le monde va être sur ces valeurs-là ». On n'y arrivera pas. Donc il faut des éducateurs, il faut des médiateurs, il faut aller sur le terrain dialoguer et construire ce socle commun. Et je rejoins Mme Buffet-Desfailles qu'on doit élaboré, mais il est là, fragile, mais il est pas, on n'a plus le socle des Suisses primitifs, non, on l'a plus. Et les partis qui nous font croire ça, bah, ils nous envoient sur une route qui risque de nous rendre complètement schizophrènes. Donc on finit par s'occuper de flyers, d'anecdotes, alors que les enjeux massifs d'intégration, d'inclusion, de développement économique, de lutte contre les inégalités, de moyens matériels pour intégrer les gens, ils ne sont pas là. Parce qu'on est dans une société de plus en plus inégalitaire où on prête aux riches, où on leur donne, et puis les plus précaires sont de plus en plus précarisés. Et de nouveau, le contre-exemple qu'on ne doit pas suivre, c'est la France, avec des gens qui sont tellement relégués, qui sont tellement sans moyens et à la marge de la marge, que finalement, vous n'avez plus une société. Vous avez des atolls et vous avez un risque de collusion, de fraction sociale qui est massif. Nous, on n'est pas là. On est une société prospère. 2 milliards de bénéfices au compte 2023, au canton de Genève, 2 milliards. Il y a des moyens, il y a de l'argent. Maintenant, on va en faire quoi ? On va décider de baisser les impôts aux plus riches, c'est une proposition notamment du PLR, de baisser les impôts pour les plus riches, ou d'investir pour créer cette société d'aujourd'hui et de demain. Et honnêtement, on a 30 ans de retard. Et ce retard, il faut le rattraper, sinon c'est la société à l'américaine ou à la société à la française. Et ma mère est française, j'aime la France, mais il y a des périls sociaux en France que, franchement, on doit les éviter. Mais est-ce que le séparatisme en Suisse, c'est pas quand même un péril aujourd'hui, Alexandre Chevalier, quand on voit l'exemple de Pfeffikon, est-ce que justement, il ne faut pas rétablir aussi ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait ? En France, c'est quelque chose qui se discute aujourd'hui. Hein. On pense qu'on a été, contrairement à ce que dit Sylvain Thévault, on a été beaucoup trop laxiste et qu'on a laissé beaucoup trop faire sur ce plan. Pendant très longtemps, on a considéré qu'il n'y avait pas de problème. On a mis un peu les choses sous le tapis, on s'est dit il y a de la concordance, c'est naturel avec le système suisse et puis on va réussir à trouver toujours un compromis. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'à un moment donné, il y avait quand même un mélange qui fonctionnait plus. Notamment parce qu'il y a des cultures plus fortes qui s'imposent les unes aux autres, qui se rivalisent les unes aux autres parce qu'elles veulent cette rivalité, et c'est le cas. Dans l'islamisme, donc je dis, dans l'islamisme, il y a cette volonté en fait de prendre le contrôle en fait sur une société. On l'a vu, on le voit en France, on le voit en Belgique, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit au Danemark, on le voit en Suède, un peu partout. Lorsqu'on a été trop laxiste, lorsqu'on s'est dit la concorde elle-même, nos valeurs universelles, nos valeurs de liberté vont assimiler l'ensemble, vont faire en sorte que l'ensemble arrivera à se composer, à se conforter en fait à ce que nous sommes, et on voit que c'est faux. Ils arrivent aussi avec une idée de faire société selon aussi des critères qui leur appartiennent, et on voit bien que de plus en plus ils veulent des territoires, et on voit notamment en France des territoires perdus de la République. Et effectivement, on doit éviter absolument d'arriver à ça, parce que ce serait dramatique que dans une société qui est quand même largement multiculturelle en Suisse, avec le taux d'étrangers de culture qu'on a, on arrive à ce type de séparatisme-là, et on arrive à l'individualisation forcenée. Et d'ailleurs, dans toutes les communautés, qu'elles soient féministes, qu'elles soient islamistes, qu'elles soient même LGBT, on est arrivé aujourd'hui à un tel degré d'individualisation des gens et des causes qu'on a perdu globalement ce qui était en jeu. Moi, dans le domaine que j'ai bien connu, parce que je me suis battu comme une génération aujourd'hui ancienne sur l'égalité, on se battait pour l'égalité des droits, l'égalité des devoirs, l'universalité, l'assimilation au sein de la société. Et moi, je dis aux gens, aujourd'hui, notamment, en fait, alors on disait, j'entends, oui, il y a des minorités, ils n'ont pas de temps. Enfin, je veux dire, la minorité LGBT, elle a un mois tout entier, qui est le mois de juin, pour
s'exprimer, qui est officiel à moi, en fait, dit des fiertés, pour s'exprimer sur ses droits. Mais moi, je dis aux gens qui défendent justement l'égalité des droits, allez dans les Gay Pride, habillés comme vous êtes. Allez pour dire « je suis votre voisin, je suis votre médecin, je suis votre avocat, je suis votre caissier ». Et allez pas en fait juste pour démontrer que vous voulez être un individu et reconnu par votre individualité. Mais expliquez, exprimez à quoi vous participez, que justement vous n'êtes pas un risque, que vous n'êtes pas un danger et que vous faites partie de la société parce que vous êtes le monsieur et madame de la vie de tous les jours. C'est ça aujourd'hui qu'on veut. Ces affiches, elles partent soi-disant de bonnes intentions, mais au final, elles font plus de mal que de bien parce qu'elles démontrent aujourd'hui l'incapacité à réunir, à rassembler et elles créent de la division. On est aujourd'hui dans des sociétés de la division. Eh bien oui, si être conservateur, c'est dire je veux être universel, je veux une société qui soit en paix, où chacun ait sa place, soit reconnu, où on n'ait plus besoin demain, notamment pour les LGBT, de faire de coming out, parce que finalement c'est un acte quand même, et c'est une espèce de violation de soi-même aussi de devoir se justifier. Moi je rêve de la société où j'ai plus besoin de le faire. Moi je fais partie d'une génération qui a eu besoin de le faire, et je rêve d'une société où les générations suivantes n'aient plus besoin de le faire. Moi je veux qu'on arrête les distinctions, les petites médailles, et que maintenant on vive tous en société. Myriam Mastour, c'est quand même paradoxal, hein. C'est vrai que c'est les droits durs aujourd'hui qui promeuvent des femmes, qui les mettent au pouvoir, et des homosexuels. Ça devrait être le boulot de la gauche, ça. Oh. C'est pas vrai? Non, écoutez, j'ai entendu beaucoup de fantasmes là sur l'islamisme qui va prendre le contrôle de la société, sur le conservatisme musulman qui se montre dans cette affiche qui n'a pas été faite par des personnes musulmanes. Et importés aussi de l'extérieur. On parle beaucoup de la France. Je pense que c'est bien de revenir aussi au contexte suisse et de parler du contexte suisse. Donc, en Suisse, il y a à peu près 5% de personnes qui sont musulmanes. C'est une population qui est, pour reprendre le terme tout à l'heure, tout à fait intégrée, sachant qu'il y a une grande partie des personnes musulmanes de Suisse qui sont de nationalité suisse, qui ont grandi en Suisse, qui sont de toutes origines, autant arabes que balkaniques, que d'Asie, que des personnes suisses entre guillemets de souche. Donc c'est une population qui fait en réalité très peu de vagues et très peu de problèmes. Et quand vous dites que on individualise maintenant les causes et les combats, moi ce que je vois c'est plutôt la droite qui va individualiser en fait non pas la quête de droit, qui ne va pas faire une quête de droit pour tout le monde, par exemple à l'accès à l'emploi, à l'accès à l'épanouissement, mais qui va individualiser et fixer son attention sur certaines minorités et qui sont souvent les personnes musulmanes. Donc on va tout à coup décider que le problème de la société suisse, c'est les 20 à 30 femmes qui portent un voile intégral. On va dire que le problème de la société suisse, qui probablement, qui amène des problèmes économiques, qui amène des problèmes de précarité, c'est les minarets. Donc on va interdire les minarets. On va tout à coup décider à Genève que il faudrait, pour protéger les femmes qui portent le foulard, qu'elles ne puissent plus travailler, même en tant que femmes de ménage. Et on en arrive à demander aussi à ce que les filles et même les adolescentes ne portent plus le foulard pour aller à l'école. Donc moi, ce que je vois, c'est plutôt qu'on va chercher à stigmatiser une population en particulier, et c'est ça qui crée des crispations. C'est ça qui peut créer que certaines personnes ou certaines familles puissent se mettre sur le côté. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études qui parlent de diversité, d'inclusion, qui parlent de lutte contre les discriminations, qui parlent de l'inclusion des enfants, du bien-être supérieur des enfants, qui disent que pour avoir une société harmonisée, il faut que tout le monde soit compris dans cette société, et que stigmatiser une population en particulier et d'utiliser ce genre de termes de conservatisme, islamisme, etc. à tout va, alors qu'on parle d'une population qui contribue à la société suisse, qui contribue avec sa force de travail, qui contribue avec ses idées, qui contribue avec sa créativité, qui travaille dans les hôpitaux, qui conduit des trains, etc. Myriam Mastour, j'aimerais justement savoir, dans une classe, très concrètement, comment on fait quand on a une fille voilée, comment on fait pour expliquer l'égalité des genres, alors que quand elle est voilée, souvent, effectivement, elle n'a pas le droit aux mêmes sorties que d'autres camarades. Comment est-ce qu'on explique, notamment aux petits garçons,
qu'il faut respecter les femmes si ils ont des copines qui sont justement dans un programme qui tend à restreindre leurs droits? Alors, on ne fait pas du tout ce que vous venez de faire. On leur explique que un foulard, ça n'a pas de signification intrinsèque. Quand on porte un foulard sur la tête, c'est probablement en raison de croyances religieuses, mais qu'on peut faire du sport, on peut aller à la piscine, on peut étudier, et c'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal fédéral qui a estimé à 2 reprises qu'on ne pouvait pas interdire de manière généralisée le foulard à l'école parce que ça n'empêchait pas les enseignements et que, au contraire, si on estimait qu'il y avait des problématiques, les écoles ont de quoi faire du cas par cas pour traiter avec les familles. Donc, ce qu'on explique aux enfants, et d'ailleurs les enfants le comprennent très bien avant qu'on vienne leur mettre en tête ces idées d'exclusion et ces idées que foulard égale soumission, foulard égale ci ou égale ça, c'est que le monde est divers. Il y a plein de formes, il y a plein de couleurs de peau, il y a plein nous sommes tous et toutes différentes. Et le foulard fait partie de ces différences. Et les enfants le comprennent très bien. Là, actuellement aux chambres, qui pose beaucoup de problèmes. On avait Céline Vara la semaine dernière qui nous disait à quel point c'était chaud. Un postulat qui demande effectivement l'interdiction du voile dans les crèches et dans les écoles primaires. Ça a été déposé par la sénatrice argovienne du parti Le Centre, Marianne Binder-Keller. Pour l'instant, le Conseil fédéral s'est prononcé contre. Ça sera traité en juin. J'aimerais l'avis de la spécialiste, de l'enseignante, justement. Est-ce que c'est un problème ou pas dans les classes, ou c'est de nouveau effectivement un postulat qui veut polariser une société qui n'a finalement aucun souci autour de ça? Par rapport au postulat que vous évoquez, il se concentre donc sur les crèches et sur les écoles primaires, donc dans la petite enfance finalement. Et puis là, en tout cas, selon ma perception, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, qu'on est tout à fait légitime et en droit de se poser, de savoir, puisqu'on parle de sens critique, de savoir ce que veut dire ou ne pas dire, si je suis bien ce qui a été rapporté par ma préopinante tout à l'heure. Le fait de porter un foulard, je ne pense pas qu'on a cette notion quand on est encore petit. Après, choix ou pas choix, décision ou pas décision, quand on est plus grand, ça ne devrait pas poser de problème. Je rappelle par exemple qu'on a à Genève une loi sur la laïcité qui est très claire. J'ai entendu tout à l'heure qu'on interdisait à des femmes de ménage de porter le voile pour travailler, à moins qu'elles soient agentes de l'État en contact avec le public, avec un signe ostentatoire, c'est ce que dit précisément la loi. Il n'y a aucune contre-indication. Donc oui, vous me laisserez terminer, merci, comme ça je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Et donc, pour en revenir à la question, on a le droit de se poser la question sur l'âge, justement, qui est évoqué dans ce postulat. Je crois que c'est juste. Je crois qu'on a le temps et on a le devoir aussi, dans une école, de faire grandir le sens critique, la perception de ce que veut dire un signe religieux, au moins. Ça, je pense qu'on peut être d'accord. Et puis, c'est une question qui doit se poser et on ne doit pas avoir honte de se la poser. Mais ça existe, parce que, alors, il y a un article de la Tribune qui interrogeait justement des chefs de l'instruction publique, notamment en Valais. Alors en Valais, je pense qu'il y a une autocensure. Je pense qu'on ne va pas volontiers avec un voile en Valais, sinon on finit je ne sais pas où. Enfin, j'exagère un peu. Et puis à Genève, qui disait aussi qu'il n'y a pas de problème. Concrètement, est-ce qu'il y a des problèmes dans les classes aujourd'hui, ou bien on parle justement du sexe des anges? Écoutez, je crois qu'on est nombreux à avoir entendu dire qu'il n'y avait plus seulement maintenant le voile. Et puis là, on va faire référence aussi de nouveau à la France, mais on sait que les habits évoluent et puis qu'on a de plus en plus d'habits en plus que du voile. Et là, on peut se poser la question, abaya, oui, surtout abaya, d'après ma compréhension des faits. On doit se poser la question de jusqu'à où ça peut aller, est-ce que ça peut poser un problème? Et je crois qu'il y aura vraiment un problème. S'il doit y avoir un problème, on est bien d'accord, mais il faut se poser la question avant que les problèmes arrivent, de si ça va changer la manière d'enseigner, si ça va changer la manière peut-être même de construire les programmes. Et dès le moment où le doute est là, je crois qu'il faut, en tout cas au sein d'un État, avec un projet commun et un socle commun, éviter ces doutes. Donc il faudra quand même se poser la question. D'enseigner certaines matières comme en France c'est le cas? Je pense que si effectivement, alors on m'expliquera sûrement que ça ne veut rien dire non plus de rajouter autre chose que le voile petit à petit et de se couvrir de plus en plus pour une fille.
Moi, ça m'inquiète en tant que femme, parce que je me pose la question, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque et que je suis la seule au monde à me poser ces questions, admettons, comme ça je ne prends pas beaucoup de risques et je n'inclus personne d'autre que dans ma réflexion, mais ça pose la question de jusqu'où ça peut aller par rapport à un enseignement, je le rappelle, public, laïque, et gratuit aussi, et qui ont toute son importance et qui fondent le projet pédagogique. Sylvain Thévaux. Je vais répondre à ça. Problème ou pas? Une anecdote. Ma fille de 5 ans adore le football, souhaite jouer au football à la pause, et puis le parascolaire nous dit on est un peu gêné parce qu'il n'y a que des garçons qui jouent au football, puis votre fille, elle aimerait jouer, mais ils sont plus grands, ils sont plus forts, puis c'est pas le temps où elle peut jouer au football. Et donc, ils n'aiment pas les filles dans les équipes de foot. Non, c'est pas qu'ils n'aiment pas les filles, c'est que la construction de base sociale, le préau, il est pour les petits gars, et dès tout petit, ça commence. Et moi, ça me fait mal au cœur que ma fille, qui adore le football, qui pourrait jouer avec ses garçons, lui dise non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le voile. On fait une obsession. Comparer l'incomparable. Attendez, on fait une obsession. Il y a 5% de musulmans en Suisse. La plupart sont issus de pays européens ou sont suisses, quand même. Hein, donc on les... Et c'est pas l'enjeu du voile des 12 fillettes, peut-être, à Genève, qui ont un voile qui est problématique. C'est l'enjeu, parce qu'on est parti de la misogynie et du féminisme, de toutes ces jeunes filles et jeunes femmes qui, quand elles rentrent dans un préau d'école et des tout petites, auront des zones qui ne seront pas pour elles, auront des temps qui ne seront pas pour elles. Quand la nuit tombe, elles rentreront à un moment différent que les garçons. Et cette structure sociale-là, c'est ça qui doit nous intéresser, pas faut-il ou non mettre le voile. C'est comment, c'est le même sujet. C'est comment on inclut, comment on permet à toutes les jeunes filles qu'elles aient un voile ou pas de voile, et tous les garçons aussi, parce que comme par hasard, ça porte sur l'habillement des filles. Et à Genève, on avait cette histoire du t-shirt de la honte. Parce qu'il n'y a pas de pudeur pour les garçons, il n'y a pas de... Et c'était l'inverse, où il y avait des filles qui mettaient des t-shirts un peu crop top. Arrêtez de me couper, je ne serai pas long, je termine. Des crop tops, et l'école leur remettait un t-shirt manche longue, parce que c'était indécent qu'il y ait des jeunes filles de pré-ado dont on voyait le ventre ou les aisselles. Mais pourquoi toujours cette obsession, Monsieur Val, et vous pourriez répondre, sur le corps des femmes, qu'elles aient un voile ou un crop top, et pourquoi on se soucie de ces petits enjeux-là, peut-être sexy pour la presse ou pour d'autres personnes, et on oublie massivement la question de l'inclusion, de comment on fait la place, filles, garçons et autres, de la même manière, pour toutes et tous, et on est loin du compte sur ces enjeux de genre, et on l'a rappelé, on est encore... Pas beaucoup de nettoyage woke dans le domaine du foot. Mais c'est pas du wokisme. Non, mais je dis ça positivement, parce que c'est un domaine extrêmement misogyne. Et regardez le foot féminin qui émerge, et on aura maintenant une génération de filles qui seront, j'espère, si l'école évolue et si on leur permet de jouer davantage dans les préaux, qui seront des stars du football demain. Mais il faut que la société évolue. J'appartiens hélas à une génération qui a connu, avec une forte immigration arabe en France, qui a connu une période où l'intégration se faisait, et ça a cessé de se faire par refus des personnes qui devaient s'intégrer pour des raisons théologico-politiques. Il y a actuellement... c'est pas le cas en Suisse. C'est le cas dans toute l'Europe. Vous pouvez pas. D'ailleurs, sur votre affiche, l'affiche sur le fameux flyer, c'est pas les parents homosexuels, c'est pas les parents, les familles monoparentales, c'est pas les couples lesbiens ou c'est qui fait problème sur l'affiche. Tout le monde est d'accord avec ça. Ce qui pose problème, c'est des fillettes de moins de 5 ans voilées. C'est ça qui fait un problème. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a actuellement en Europe un entrisme islamiste qui modifie les comportements des éducateurs, non pas par conviction, mais par une espèce de trouille, parce qu'ils savent que c'est dangereux de ne pas prendre en compte ceci, cela. Mais mettez des parents homosexuels dans le pays où les fillettes de 5 ans sont voilées, vous allez voir comment ils vont être traités, comment ils vont vivre. Non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois, c'est ça qui fait un problème. Non, je ne sors pas du sujet, puisque cet entrisme islamiste dans les écoles est le corollaire d'un terrorisme qui a fait des centaines de morts en 10 ans en Europe. D'un terrorisme islamiste qui a fait des centaines de morts en 10 ans en Europe. Et donc, combien en Suisse ? En Suisse, il y a des problèmes, effectivement, qui sont pointus du doigt. Récemment, il y a eu un attentat.
pas. Mais le monde, il y a eu un attentat à Zurich. La Suisse n'est pas hors du monde. Non. La Suisse est dans le monde. Et donc, c'est pas vos frontières, c'est pas qui vont empêcher ces choses-là d'arriver et cet entrisme-là d'arriver. Vous avez ici vous avez aussi des problèmes d'une façon plus soft pour des raisons à la fois politiques et des raisons démographiques. Mais vous n'y êtes pas étranger. Loin de là, vous ne pouvez pas accepter qu'on voile des enfants de 5 ans. C'est impossible. C'est bien ça qui fait problème. C'est bien ça qui fait problème sur votre affiche. Une enfant de 5 ans doit pouvoir choisir comment elle s'habille le matin pour aller à l'école. C'est pas mon affiche, hein, votre affiche, votre affiche. Non, mais si et moi, mon problème, c'est pas... Le flyer, vous le défendez, c'est pour ça que et comme on l'a dit avant, vous ne pouvez pas dire que c'est un petit tout enfant, le fait que vous pensez que c'est un petit problème, c'est ça de la même manière, puisse. C'est pas un petit problème. Être éduqué, puisse recevoir, non, que c'est. Le vrai problème, c'est que vous pensez que c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que vous pensez que ça n'est pas un problème. Moi, je pense que ça peut être un problème parmi beaucoup d'autres. Ce n'est pas une obsession. Et que les problèmes principaux, c'est une réalité. C'est de permettre à tous les enfants d'aller à l'école en ayant mangé le matin, en ayant des profs en suffisance, recevoir un enseignement de qualité, mais je suis bien d'accord être en sécurité. C'est ça qui est en jeu, plus que votre obsession sur le voile qui touche de nouveau 10 petites fillettes peut-être. Non, ça touche pas 10 petites fillettes. Il nous reste assez peu de temps. Natacha Buffet, vous qui serez peut-être à la tête des crèches de la ville de Genève dans quelques temps, quelles seront les mesures justement que vous prendrez par rapport à ces dangers, pas seulement de l'islam, mais à ces dangers justement de trop de sensibilité avec lesquelles on doit composer aujourd'hui? Je crois que les mesures, elles ne sont pas uniquement municipales, elles sont aussi cantonales, donc ça à discuter. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment le message du fait qu'on ne fait pas rentrer la politique sous quelque forme que ce soit dans une école. Une école qui est une école républicaine et dans laquelle on doit juste être un citoyen. Ça a peut-être l'air réducteur pour les gens, mais c'est basique. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde est différent. On est tous différents autour de cette table pour autant de points qu'on veut. Ce dont on doit se souvenir, c'est qu'on est là pour avoir... et là, on vous rejoint tous là-dessus, une bonne éducation, des profs, une bonne situation, etc. Donc vraiment, pas de politique à l'école, ça c'est sûr, et pas dans les crèches non plus. Et surtout, plus on touche au jeune âge, et plus on doit être prudent et faire en sorte que, oui, peut-être vous vous construirez, vous déciderez de ce que vous voulez devenir comme personne, des choix que vous allez faire, mais pour l'instant, vous êtes à l'école et c'est une sorte, j'ai envie d'utiliser presque le mot un peu sanctuaire, on est protégé, en quelque sorte, du monde, et puis après, on fera ses choix. Sylvain Thébault, vous n'êtes pas candidat. Non, l'école, ce n'est pas un sanctuaire. Non, l'école... Alexandre Chevalier, vous êtes candidat? Je parle du tout petit âge. En ville de Genève. Je vous remercie en fait, de me donner l'occasion de le faire sur ce plateau que j'apprécie évidemment de pouvoir le faire ici. Je vous confirme que je suis candidat à la candidature pour l'UDC Ville de Genève au conseil administratif. Et donc, je me présenterai auprès des membres du conseil de l'UDC Ville de Genève le 13 juin prochain, en espérant être désigné évidemment par mes membres. Et donc, j'ai très envie de m'engager aussi, notamment pour récupérer un peu cette ville. Je crois qu'il y a une reconquête à faire. Et si vous êtes à la tête des crèches? Dans cette ville. Écoutez, je crois que la municipalisation des crèches n'est pas une bonne idée, en fait, de mettre tous les fonds sur ces questions-là. Je crois que Non, pas de municipalisation, mais sur la question, justement, de trop de sensibilité et de trop peu, peut-être, d'autorité. Non, je crois qu'il faut revenir à un système dans lequel on a remis un peu d'autorité et puis un peu aussi de respect, notamment vis-à-vis de la fonction. Je crois qu'on a tous connu des époques où on a tous été influencés par des profs qui ont été des modèles et qui ont façonné aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, on manque de ça. Dans une société où tout est contesté, où les profs sont contestés, où les parents contestent les profs, où les profs contestent les parents, enfin, il n'y a plus vraiment de dialogue là-dessus, où on se permet de parler mal en fait, à quelqu'un qui a été un modèle en fait, républicain pendant longtemps et qui doit le rester. Et je crois que ça commence évidemment tout de suite, et ça commence notamment évidemment aussi au niveau de la petite enfance, sur les règles qui doivent s'appliquer. Donc voilà. Ça sera le mot de la fin, la déclaration de deux candidats dont on verra bien. Alors un mot, non, parce que Myriam Mastour n'a pas eu non plus de dernier mot. Conclusion. Et qu'on doit, Myriam Mastour, si vous arrivez à faire ça en un mot, 2 mots, je suis navrée, mais on doit rendre l'antenne. Oui.
Oui, alors ce que je constate, c'est qu'on instrumentalise les petites filles. Il n'y a pas d'enfants qui portent le foulard en crèche, ça n'existe pas. Il y a des petites filles qui, de temps en temps, ça peut arriver, portent le foulard à l'école, et des adolescentes, il y en a plus. On les utilise et puis on en crée tout un sujet. On veut faire des postulats et on veut faire des interdictions. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se soucier du bien-être de ces petites filles. Et s'il y a un problème par rapport au foulard, ça se traite des familles, ça se traite dans la médiation, ça se traite dans l'éducation, mais ça se traite pas par la coercition et un glissement vers les questions d'islamisme, de terrorisme, d'abaya, etc. On parle de petites filles, on parle de leur épanouissement, on parle du bien-être des enfants. Ce sera le mot de conclusion, le bien-être des enfants. Il y aura beaucoup à en redire, on en dira sûrement dans de prochaines émissions. En attendant, on remercie tous nos invités, Natacha Buffet-Desfages, Philippe Val, Alexandre Chevalier, Sylvain Thévaux, Myriam Mastour. Vous remercie, vous, de nous avoir suivis et de nous avoir fait confiance. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, très bonne soirée et très bonne semaine à toutes et tous sur les Monts Bleus.